Bonjour à tous. Bon, désolé pour le petit temps d'installation. Voilà, comme ça permet de lancer les échanges, je vois, donc c'est cool. Je me présente, Florence Amardeil. Donc, je suis cofondatrice d'Elzéar. On développe un logiciel pour pouvoir accompagner les producteurs maraîchers dans leurs activités de production, de la planification des cultures jusqu'à la diffusion des informations de traçabilité, des bons de livraison. On ne fait pas la partie gestion, comptable et distribution, mais vraiment dans les parcelles, comment on peut les accompagner. Et anciennement, en fait, j'ai bossé pendant 15 ans pour un éditeur logiciel sur tout ce qui était gestion de connaissances et création de bases de connaissances. Parce que derrière le logiciel, on essaye de mettre en place, vous allez le voir, une base de connaissances sur les plantes, sur les itinéraires de culture, notamment légumières, qui n'existent pas aujourd'hui, où l'information est complètement dispersée sur les différents réseaux agricoles. Donc on essaye de rassembler tout ça et de la modéliser pour que ce soit partageable et interopérable avec plein d'autres bases, plein d'autres outils, notamment justement sur la partie distribution, comme on verra juste à la fin. Donc, ce qui m'anime, moi, c'est effectivement de comment est-ce qu'on peut, à travers ces bases de connaissances, créer des communs numériques de connaissances, parce que pour moi, la connaissance, ça se partage, ça se diffuse, c'est ce qui permet l'innovation. Donc, comment, à partir de ces outils du web sémantique que je pratique depuis presque 20 ans maintenant, donc c'était vraiment au tout début, voilà, on peut utiliser ces technologies-là pour justement créer des biens communs numériques, pour justement partager cette connaissance et pour essayer de construire des applications qui ont aussi du sens. Donc, je voulais reprendre effectivement la définition d'un bien commun, et notamment d'un bien commun numérique. Donc, c'est des ressources matérielles ou immatérielles, donc immatérielles en ce qui concerne bien évidemment le numérique, public ou privé, dont on décide collectivement qu'elle doit être accessible et gérée en commun au service du bien commun. Donc on a effectivement, dans le cas des biens communs numériques, un ensemble d'outils qui existent déjà aujourd'hui, dont vous connaissez certainement, bien évidemment, les noms. Donc Wikipédia, l'encyclopédie en livre, sur Internet. Open Food Facts, donc la base de données sur les aliments, également ouverte. Et OpenStreetMap, donc carte géographique. Donc voilà, il y a déjà des choses. GIS. Base de données. Je vais me faire taper sur les doigts. Non, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ce qui fait défaut, c'est l'interconnexion, justement. On va voir l'interopérabilité avec ces outils. Pour qu'il y ait bien commun numérique, il y a une brique qui est essentielle dans l'ensemble. Toutes les briques sont essentielles, bien évidemment. Mais il y a une brique qui est là, qui pour moi est essentielle, qui est le format, les standards, pour qu'on puisse se partager de l'information, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse coopérer. Il faut effectivement déjà avoir une base commune de langage qui permette effectivement ces échanges-là, pour pouvoir la construire. Et pour moi, le web sémantique, c'est une des technos, parmi d'autres, mais une des technos qui favorise ça. C'est dans son cœur, c'est dans son ADN en fait. À la base, quand ça a été créé par Tim Berners-Lee, donc qui a aussi créé le web au CERN, c'était vraiment fondamentalement l'échange de données entre des machines, compréhensibles à la fois par des machines et par des humains, donc l'humain était aussi quand même central, et de pouvoir passer d'informations, de systèmes d'information centralisés à quelque chose de distribué, comme le web, mais sur lequel on va rattacher de l'information, on va rattacher du sens, d'où le côté sémantique. Ça implique pas mal de changements dans notre manière de voir l'organisation des connaissances, l'organisation des données, des changements technologiques, puisqu'on ne va plus être sur de la représentation, on va dire, plutôt de type relationnel, tabulaire, mais vraiment sur des graphes de données, donc cette interconnexion dont je parlais. Sur des changements aussi organisationnels, puisque du coup, on va essayer de maximiser la réutilisation des connaissances qui existent déjà par l'utilisation de référentiels communs pour pouvoir faciliter les interconnexions. Un changement culturel, parce que, comme on va le voir, on va s'appuyer sur des modèles, ce qu'on appelle des ontologies, et ces modèles-là, il va falloir qu'on se mette d'accord sur ce qu'on met dedans. Donc ça veut dire discuter, échanger, partager. Ce n'est pas uniformisé, mais c'est juste normalisé pour arriver à se comprendre. Et il n'y a pas une seule manière de modéliser, il y en a plusieurs suivant différents points de vue, comme on va le voir. Et puis, changement professionnel, parce que du coup, on n'est pas habitué en fait, à réfléchir comme ça. Donc ça implique beaucoup de travail, beaucoup d'humains, beaucoup de ressources pour pouvoir créer
ces modes de représentation un peu nouvelles. Quand je vous disais qu'il faut se confronter à plusieurs points de vue sur une donnée, donc un exemple qui a été fait par AgriSemantics sur le riz. Toutes les manières en fait, dont on a de la connaissance autour d'une plante qui est le riz. Donc on va retrouver le point de vue des biologistes avec toutes les informations dont ils ont besoin pour faire leurs analyses, celui du semencier, le breeder, celui du fermier également qui cultive le riz, et ainsi de suite. Vous voyez l'ensemble des informations qui gravitent autour de cette notion qui est juste le riz. Multiples points de vue, mais qui ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils se relient, ils s'interconnectent. Le fermier, il a besoin d'informations sur comment est-ce que ça résiste au gel, au climat, aux maladies, etc. Lui, il a besoin d'avoir des informations sur la production du riz. Est-ce que ça a bien fonctionné cette année ou pas? Est-ce qu'on va être en pénurie ou pas pour analyser les cours sur le marché? Également en termes de nutrition, du coup, en fonction des pratiques qui sont mises en place sur la culture de riz, quelles sont les valeurs nutritionnelles associées, et du coup par rapport aux semences qui sont choisies aussi pour la culture du riz. Donc tout ça, en fait, on voit bien que c'est différents points de vue sur une même donnée qui est le riz, un même objet, et qu'il y a des liens effectivement entre eux qu'il va falloir organiser, sans compter effectivement ensuite des synonymies, de l'ambiguïté, de la traduction, etc., pour pouvoir se comprendre. Donc on a des solutions à tous ces problèmes d'interopérabilité, notamment par l'utilisation de référentiels, de ressources en termes de thésaurus, où on va se mettre d'accord sur les différents termes utilisés, sur les traductions, sur les différents langages, et en termes aussi de modélisation de l'information pour justement peut-être avoir quelque chose spécifique aux fermiers, mais qui puisse dialoguer avec un système d'information d'un semencier ou d'un nutritionniste. Donc voilà, ce qui est clé dans l'utilisation des technos du web sémantique, c'est vraiment cette interopérabilité. Et l'interopérabilité, elle n'est possible que si on a ces fameux standards qu'on va voir, et si on lui donne du sens à ces données, et ça va nous permettre derrière de partager, de pouvoir trouver, de pouvoir raisonner, parce qu'on va voir qu'avec la sémantique, on va pouvoir inférer des nouvelles connaissances, on va pouvoir avoir des axiomes logiques à mettre en place, et donc du coup faciliter aussi sa réutilisation. Donc comme je vous le disais, le web sémantique a une longue passée en fait déjà, puisqu'il s'appuie sur des standards existants, des standards qui sont ouverts, qui sont promus par le W3C, donc qui sont à l'origine du web. Il y a plein de langages différents qui sont aujourd'hui accessibles pour pouvoir créer des applications ouvertes, collaboratives et autres sur un ensemble de sujets transverses. Et le web sémantique, effectivement, a un ensemble de recommandations du W3C qui permet de mettre en œuvre avec ces standards ouverts et partagés. Donc c'est vraiment aussi tout l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle est accessible à tous, elle est vraiment ouverte et elle est sous forme recommandée par le W3C au niveau du web. Alors on va aller un petit peu plus dans le détail de cette stack. Donc si vous vous rappelez le web au départ, par Tim Berners-Lee, ça c'était son idéal posé sur le papier dans un de ses premiers articles. L'objectif pour lui, c'était de pouvoir connecter les informations entre elles, et donc c'est ce qui a donné Internet aujourd'hui. Et les informations, c'était à la fois au niveau des serveurs, des machines, et des pages qui étaient créées dans différents langages, dont le HTML. Mais en fait, dans sa vision à lui, c'était bien plus loin que des pages HTML qui étaient connectées par des liens hyperliens. C'était vraiment comment je vais pouvoir connecter des données, des informations qui sont vraiment précises, qui sont organisées entre elles, pour pouvoir vraiment raisonner et les utiliser dans mes applications. Donc c'est ce qu'il a poursuivi ensuite, dans ces différentes années, de pouvoir donner du sens aux pages, aux informations, pour qu'elles puissent être réutilisées par les applications. Yes. Donc aujourd'hui, le web, tel qu'on le connaît quand on navigue sur Internet, on a un ensemble de pages, qui sont des ressources, et on navigue avec des liens
mais qui sont tous les mêmes. C'est des liens href dans le langage HTML. Il n'y a pas, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Dans le web sémantique, on sait ce qu'il y a derrière. On sait que ma première ressource, en fait, elle parle d'un logiciel qui génère un document qui est relié à un autre document, et que ce document est une version d'un autre document qui a pour sujet un sujet quelconque, qui a été créé par une personne, qui est un auteur, etc. Donc je vais pouvoir, les machines, et nous, on va pouvoir décrypter du coup ces données-là grâce à cette formalisation, à ces langages du web sémantique qui se sont promus, et ne plus avoir des informations qui sont cachées, finalement, on ne sait pas, hein, c'est des 0 et des 1. Là, on va pouvoir expliciter un petit peu, et du coup de se dire, je vais pouvoir utiliser des représentations des logiciels pour pouvoir décrire mes données, ou des représentations de personnes pour pouvoir décrire mes informations sur les personnes. Et donc pouvoir expliciter. Donc si je reviens sur les 3 principes qui ont guidé l'origine du web, donc on a le HTML, qui a permis à un ensemble de créer les langages pour créer les pages web. On a surtout l'URL, avec L pour location, donc qui permet de situer sur un serveur l'adresse d'une page en particulier. On a le protocole HTTP qui nous permet de discuter entre les machines pour pouvoir répondre à différentes requêtes. Et donc, les pages qui sont écrites, voilà, par exemple, la page d'Elzéar, Elzéar facilite le quotidien toute l'année, c'est un titre, voilà, mais je n'ai pas plus d'informations que ça sur Elzéar. Du coup, on va reprendre ces 3 principes-là et les appliquer au web sémantique en changeant 2-3 petites choses. La première, c'est qu'on n'est plus des URL, on n'indique plus simplement un lieu sur un serveur, mais on a un identifiant associé. Donc chaque URI, qui a la forme d'une URL, va être un identifiant pour une donnée en particulier. Et ça va être un identifiant qu'on va pouvoir réutiliser. L'adresse d'une page web, vous tapez votre page web, elle est toujours là au même endroit. Elle ne bouge pas. L'identifiant de la donnée, c'est pareil. Elle va pouvoir être utilisée pour identifier une donnée en particulier. Donc là, en l'occurrence, une donnée sur une tomate qui est dans ma ferme. Le protocole ne change pas. On exploite l'infrastructure qui est déjà existante. Ça marche très bien, les discussions et les protocoles d'adressage. Donc on réutilise ce qui existe déjà, on réutilise cette infrastructure du web aujourd'hui. Et l'autre partie, par contre, on change le HTML et on utilise un nouveau langage qui s'appelle le RDF, que je vais vous expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, où en fait, je ne vais plus simplement dire c'est un titre, c'est une section, c'est un paragraphe, c'est un tableau, c'est de la mise en forme, mais je vais expliquer le fond, en fait, le sens, qu'est-ce que c'est. Ici, j'ai une page sur ma tomate, et je sais que c'est un légume-fruit. Ça fait partie d'une catégorie des légumes-fruits. Donc elle est identifiée ici, avec une URI qui est raccourcie avec un namespace, mais c'est une URI ici qui est adressable, et du coup, j'ai une description des données qui concerne ma tomate, avec le nombre de graines, le poids par gramme, etc. Ça va, je ne vous ai pas perdu jusqu'à présent. N'hésitez pas à intervenir s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc on a vu tout à l'heure dans les formats du web sémantique, du W3C, donc il y avait plusieurs langages dans l'organisation. En fait, derrière, il y a toute une pile qui a été construite avec différents langages qui ont chacun une utilité dans la construction du web sémantique. Donc la première, comme on le disait, c'est d'abord de pouvoir adresser et de pouvoir identifier. Donc on utilise les URI, les URI pour pouvoir faire cette identification des données sur le web. Ensuite, oups, je vais un peu trop vite, on va donc utiliser le RDF, comme je disais juste avant, pour pouvoir décrire mes ressources. Donc je vais décrire mes pages, je vais décrire mes données avec ce langage-là. Il peut y avoir une sérialisation en XML, parce qu'à l'époque c'était un langage qui était très très utilisé dans les échanges de données, mais aujourd'hui il y a d'autres formats de sérialisation que le XML, qui est un peu verbeux et souvent un peu lourd à écrire et à gérer pour les applications. Il y a plus simple. Une fois que j'ai décrit et surtout j'ai relié les informations entre elles, comme mes pages internet, j'ai relié mes données entre elles, mais du coup je peux venir les interroger avec un langage spécifique. Donc on a le SQL pour les bases relationnelles, pour le web sémantique, on a le Sparkle. Et l'intérêt donc du web sémantique, comme je disais, c'est qu'on va pouvoir raisonner dessus, on va pouvoir inférer, on va pouvoir faire la vérification de contraintes, on va pouvoir faire de la classification automatique,
à travers ces modélisations qui sont existantes. Donc pour ça, on a plusieurs langages. On va revenir un peu dessus en détail tout à l'heure, mais RDFS, c'est vraiment le premier niveau très simple où on organise les informations. Ontologie, là, on peut vraiment raisonner et inférer. Ça devient vraiment très, très intéressant. Et Rule, on peut écrire des langages d'experts système à base de règles complémentaires. Et enfin, parce qu'on est sur des échanges, il faut pouvoir avoir confiance dans ces échanges. Et donc, il y a tout un certain nombre de langages qui ont été apposés pour pouvoir avoir confiance, pour pouvoir échanger de l'information, pour pouvoir tracer l'information, pour avoir des informations sur la provenance et sécuriser un petit peu les échanges qui sont faits sur le web sémantique. Donc, RDF, qui est le premier langage de description des ressources du WebSem. Je reviens en arrière. OK. C'est sécuriser les échanges, exactement. Donc ça utilise des systèmes de crypto classiques. Ouais. Oui. IRI, on va le voir en fait, ça va permettre. Les URI sont des fois un peu longs. Donc on va utiliser des IRI pour essayer de raccourcir le nom en utilisant des namespaces et en mutualisant comme ça le nommage des identifiants pour que ce soit plus manipulable dans les applications. Il y a un exemple qui va juste après. Donc RDF signifie Resource Description Framework. Donc tout d'abord, ce qui est vraiment important, c'est la notion de ressource. Une ressource, ça peut être tout et n'importe quoi. La connaissance, c'est tout et n'importe quoi. Des objets, des personnes, des idées, ça peut être des choses abstraites, des choses concrètes, des documents, ça peut être tout. Ce sont des ressources, du coup, qu'on va manipuler. Et ces ressources-là, on va donc les décrire. On va donner des caractéristiques sur, donc par exemple, les personnes, l'âge, le poids, sur les plantes, sur le nombre de, comme tout à l'heure, de graines par gramme, par exemple. Mais pas seulement des caractéristiques sous forme d'attributs, on va aussi les décrire de par les relations qu'elles ont avec d'autres ressources. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, parce que ça va pouvoir vraiment relier ces informations entre elles. Donc par exemple, comment on participe tous ensemble à cette conférence aujourd'hui. Donc on va avoir une ressource qui va être la conférence, un ensemble de ressources qui va être chacun d'entre nous. On a peut-être une page web pour la conférence, on a une page peut-être qui nous décrit sur LinkedIn. Et donc du coup, on peut peut-être dire telle personne qui a sa ressource sur LinkedIn participe à une relation à la conférence BeBoost aujourd'hui, qui a lieu à un endroit, La Rochelle, à telle date, le 15 octobre 2021. Et vous voyez, on commence à dessiner un graphe. RDF, c'est juste un langage qui permet de faire ça, d'identifier des ressources, les décrire et de les relier. Et pour ça, on a un cadre de formalisation, donc avec un ensemble de langages, comme je l'ai déjà écrit. Ce qui est très simple, l'atome en fait, de description de la ressource, c'est un triplet. Triplet, 3 choses, le sujet, le prédicat et l'objet. Ou, dit autrement, le sujet, le verbe, le complément. C'est quelque chose qui est très naturel, qu'on manipule tout le temps. Quand on réfléchit, quand on essaye d'organiser un petit peu les choses, on fonctionne toujours par ces 3 choses. Le sujet, le prédicat et l'objet, quand on code aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très naturel en fait, et c'est pour ça que c'est aussi accessible aux humains et pas que aux machines. C'est que ça nous semble naturel de pouvoir représenter les informations et les modéliser de cette manière-là. Donc admettons, j'ai un petit texte. La tomate est un légume-fruit de la famille des Solanacées. Voilà. Je peux la représenter du coup de différentes manières. Soit je peux dire tomate est un légume-fruit et tomate famille Solanacées. Soit je peux la représenter sous forme de graphe. Et du coup, je vais avoir un graphe qui va être étiqueté, c'est-à-dire que chaque lien va être décrit par une relation. Et en plus, il est orienté. Donc, je sais que ça se lit comme ça. Je ne vais pas le lire « légumes-fruits et tomates ». Je vais le lire dans ce sens-là. Et du coup, je vais pouvoir exploiter après ces liens-là avec des règles logiques. Mais c'est vraiment la base du web sémantique. Donc,
Ensuite, on va pouvoir construire d'autres informations qu'on va pouvoir continuer à relier et on va former tout un graphe de connaissances qu'on va pouvoir exploiter. Si je continue un petit peu plus loin, donc le même graphe de ma tomate est un légume-fruit et que ma tomate appartient à la famille des solanacées. Si je remplace ces mots-là par des URI, qui représentent donc des objets dans mon espace web, eh bien, je vais avoir ma page sur ma tomate de ma ferme que j'avais tout à l'heure. Je vais utiliser un langage donc, qui est le langage RDF pour décrire la relation de mes données, qui est là et de type type. Donc c'est l'équivalent du est1. Et ici, je vais me brancher sur une définition des légumes-fruits qui existe dans un vocabulaire qui s'appelle le French Crop Usage, qui est fait par l'INRA et qui va caractériser tous les attributs, la représentation, les traductions et les synonymes de ce légume-fruit. Et vous voyez, j'utilise des URL. Et si vous allez cliquer sur ce lien, vous verrez la description également de cette page sur les légumes-fruits. Même chose pour la famille. Chez LZR, on a décrit une ontologie qui décrit les différentes familles de légumes. Mais à la limite, les familles de légumes, elles sont déjà connues dans l'espace de la botanique et de l'agronomie. Il y a déjà des référentiels qui existent là-dessus. Donc ça ne sert à rien qu'on redéfinisse, nous, nos propres représentations des solanacées. Les solanacées, elles sont déjà hyper décrites. Par contre, je vais pouvoir récupérer la nomenclature qui existe, qui est faite par le Muséum national d'histoire naturelle, le MNHN, qui édite la taxonomie botanique de référence qui s'appelle TaxRef. Et ils en ont fait une version web sémantique qui s'appelle TaxRefLD. Donc je réutilise ça, et je sais que derrière, j'ai plein d'informations. J'ai toutes les espèces qui sont reliées dans la classification agronomique. Je sais à quel rang, à quel ordre, à quel règne dans les organisations botaniques. C'est pas forcément très simple, en tout cas, voilà, toute la hiérarchie. Et je rajoute un label, c'est-à-dire un nom, pour pouvoir manipuler cette information qui est Solanacée, juste 1789, qui est déjà présent ici. Je vois la question poindre. Je crois qu'il faut l'allumer. C'était pour une question rapide. Ouais. Pourquoi créer l'étape LZR et pas directement ici, là prendre... Oui. Ben en fait, parce qu'on avait besoin de relier notre base de connaissances internes avec l'extérieur et qu'il n'existe pas dans le langage RDF directement un lien qui nous permettait de nous relier à ce référentiel-là. Donc il a fallu qu'on décrive effectivement l'appartenance à une famille. À la limite, on aurait pu utiliser quelque chose d'un peu plus haut qui s'appelle le part-of, qui existe voilà, dans d'autres vocabulaires. Mais dans tous les cas, il fallait utiliser un vocabulaire existant. Donc effectivement, à chaque fois qu'on décrit une donnée, que ce soit le sujet, le prédicat ou l'objet, on le référence en utilisant des vocabulaires existants. Alors il y a une autre, en fait, pour montrer qu'il y a des attributs, en fait. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on s'est relié en fait, à d'autres objets, d'accord ? Mais en fait, il y a aussi des attributs. Tout ce qui est ce qu'on appelle les data types, tout ce qui est valeur textuelle, valeur numérique, valeur date, par exemple, c'est des données en fait précises, mais qui ne sont pas navigables vers une autre ressource. C'est juste la finalité en fait. On a le nom de la ressource. Et donc on va décrire l'ensemble des attributs, ce qu'on appelle des attributs, avec des valeurs qu'on va caser dans des schémas de données particuliers. Là, c'est une chaîne de caractères qui permet de donner le nom de cet objet-là. Parce que sinon, ça, c'est pas très lisible, en fait. Si on veut l'afficher à l'utilisateur dans une interface graphique, lui, il va rien comprendre. Donc, il faut quand même qu'on ait des valeurs derrière pour représenter les choses de manière humaine et de se dire, bah, ça, derrière, je sais que je l'appelle Solanacée, juste 1989, et c'est ce que je vais afficher dans mon interface. Voilà. Donc on peut modéliser les deux, effectivement. Mais effectivement, les URI ne sont pas super lisibles. À chaque fois, ça nous fait des URI de dingue. Donc on a mis en place des IRI pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Et ça donne ça. C'est un peu plus lisible quand même.
C'est un peu plus sympa. En fait, ce qu'on va définir, c'est que pour chaque langage qu'on va utiliser, donc là, on sait que ce lien-là, il fait partie du langage RDF. Ce lien ici, il fait partie du langage RDFS, qui sont connus de tous, qui sont ouverts. Cet objet-là, il appartient au référentiel de French Crop Usage. Ce lien-là, il appartient au référentiel de TaxRef. Et mon objet, il appartient à mon objet de ma base à moi. Et en fait, derrière LZR, c'est bien le www.lzr.co/maferme qui est présent. Et en fait, il y a juste la fin, l'objet en lui-même, qui est identifié comme tel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Les namespaces XML, donc on doit les déclarer nous-mêmes au départ. Oui, c'est ça. Nos pages pour qu'elles puissent être récupérées. Exactement. Il y a un ensemble de définitions de préfixes où on identifie effectivement le préfixe FCU. Derrière, c'est http://www.indraes.com/fcu, ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc ça permet effectivement de manipuler l'information de manière plus simple après et de ne pas systématiquement avoir des URL à rallonge en termes d'identifiant. Mais c'est exactement le même principe. Encore une fois, le web sémantique s'appuie sur l'existant et essaye de construire par-dessus cette couche sémantique pour pouvoir réutiliser les données. Mais il n'y a pas de loup caché. Il n'y a pas de truc propriétaire. C'est vraiment très ouvert. Donc l'intérêt, effectivement, c'est que du coup, on a des modèles de données qui sont ouverts. L'autre intérêt aussi, c'est que c'est extensible. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai créé ça, de FCU, je peux aller vers autre chose et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça qui donne justement la naissance au fameux graphe de connaissances. C'est que je vais pouvoir en fait parcourir mes différentes ressources qui sont accessibles, mes différents biens communs de connaissances numériques qui sont accessibles aujourd'hui, et essayer de construire des applications qui utilisent déjà ces données-là, voir si jamais il n'y a pas ce qu'il nous faut, de compléter et de créer nos référentiels à nous, mais qui soient après publiés, ouverts et mis à disposition également de la communauté. Donc ça, c'était juste un petit récapitulatif, je crois qu'il y a... Voilà, ça. Donc si on reprend la représentation de tout à l'heure sur mes tomates, légumes, fruits et tomates solanacées, on a plein de manières du coup de représenter cette information. Si on est plus à l'aise avec des tableaux, on peut. Mais l'intéressant, c'est d'avoir effectivement cette représentation sous forme de graphe avec l'ensemble des données qui soient navigables, sur lesquelles on peut appliquer les logiques de parcours de graphe très intéressants. Donc au-dessus du RDF, il y a donc deux langages, RDFS et OWL. RDF, donc on vient de le voir, ça permet de décrire les données. D'accord ? Mais l'organisation des données, un peu comme si vous aviez une base de données relationnelle classique. Là, ce qu'on a vu, c'était ce qu'on mettait dans les cases. Mais RDFS et OWL, ça nous permet de travailler la structure de la base de données. C'est quoi mes tables? C'est quoi mes relations? C'est quoi mon modèle entité-relation dans lequel je vais venir stocker mes données, ce que j'ai le droit de faire et comment j'ai le droit de le faire. Donc RDFS est un premier niveau qui s'écrit en RDF. Donc en fait, c'est le schéma de RDF, comme on avait XML avec XML Schema qui était le schéma des fichiers XML. On va avoir le même mécanisme ici avec RDFS. Et on a l'outil de requête Sparkle, donc comme du SQL, mais là on interroge des données RDF avec Sparkle. Et en fait, ça décrit simplement que dans mes différents objets, ici, là, mes différentes ressources, ça va être déclaré sous forme de classe. Donc j'ai la classe de toutes les plantes dans lequel je vais retrouver toute la taxonomie à la limite botanique. Mais j'ai une sous-classe qui est plantes cultivées. C'est-à-dire que parmi toutes les plantes, il n'y en a qu'une partie qui soit cultivable. Les autres, c'est des plantes sauvages. Et puis dans mes plantes cultivées, j'ai plusieurs catégories également. Donc je vais avoir les céréales, les légumes, les fruits, les aromatiques, etc.
Et là, il y a deux choses intéressantes. C'est à la fois, donc, je vais pouvoir catégoriser donc, mes différentes données, mais en plus, je vais pouvoir avoir bénéficié de l'exploitation de la hiérarchie. Donc, c'est-à-dire que en termes de raisonnement, si j'ai mis tout à l'heure que ma tomate c'était un légume, dans ce cas, je sais que ça fait partie des plantes cultivées et que c'est également une plante. Donc on va vraiment pouvoir réfléchir et pouvoir catégoriser les informations et faire des déductions. Et donc si je recherche toutes les plantes cultivées qui poussent sous une latitude, je ne sais pas laquelle, 45e parallèle, du coup je vais pouvoir retrouver et catégoriser et arriver à retrouver plus facilement ma donnée. Donc ce premier niveau RDFS, c'est vraiment très simple. C'est à la fois donc, définir les classes, les relations qui sont possibles, et cette organisation en classe sous classe, et également en propriété sous propriété, qui nous permet aussi de raisonner sur les propriétés. Ouais. Est-ce que les sous-classes peuvent être partagées? Par exemple, dans un exemple comme celui-là, on a plantes cultivées et non cultivées, avec des sous-classes qui sont fruits, qui appartiennent aux deux catégories. Tout à fait. Et on peut les relier. Et il y a du multi-héritage qui existe, effectivement, ouais, tout à fait, complètement. Et c'est ça l'intérêt, justement, c'est qu'on n'est pas, contrairement à du XML, justement, où c'est un arbre, et on descend dans l'arbre et c'est fixe, et on n'appartient que à une branche de l'arbre. Ici, on est dans un graphe, donc effectivement, on a le droit de faire du multi-héritage. D'accord. Et de se dire qu'on a, sauf si, et là c'est le vocabulaire suivant, sauf si on a dit que, admettons, ici j'ai plante sauvage, d'accord? Donc une plante, elle est soit plante sauvage, soit plante cultivée, et les deux catégories sont disjointes. Si je dis que ma tomate, elle est à la fois sauvage et à la fois plante cultivée, je ne peux pas, j'aurai violation de règles logiques, parce que justement les deux classes sont disjointes et que je ne peux pas faire en sorte qu'une donnée appartienne aux deux classes. Donc c'est là où on va rentrer effectivement dans la partie plus raisonnement. Donc quand je vous le disais, voilà, le OWL, donc c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus velu, mais ça ouvre des possibilités énormes en termes de raisonnement et d'inférence pour pouvoir découvrir justement de la connaissance, pour pouvoir vérifier mes données, pour pouvoir vérifier l'intégrité. On va à la fois avoir toute la théorie des ensembles, donc les unions, les intersections, les unions disjointes, etc. Donc on va justement pouvoir catégoriser, on va pouvoir classifier facilement des informations. Donc de dire si ma tomate, elle appartient, elle potentiellement, s'il n'y a pas le disjoint, elle peut appartenir aux deux catégories. Par contre, si elle a le disjoint, c'est forcément l'une ou l'autre. Donc ça va changer du coup les raisonnements qui sont sur les données. Et puis on va avoir un ensemble de propriétés algébriques. Donc je vais pouvoir dire que mes liens, par exemple, qui allaient tout à l'heure entre ma tomate et ma solanacée, est-ce que c'est symétrique? Est-ce qu'une solanacée est aussi une tomate? Peut-être pas forcément. Ça serait un peu limitant pour les solanacées, du coup. Est-ce que c'est réflexif? Est-ce que c'est transitif? Donc, par exemple, est-ce que A qui est relié vers B, B qui est relié vers C, alors j'ai A qui est forcément en lien avec C, comme les relations parent-enfant, par exemple. Donc tout ça, ça va pouvoir être calculé automatiquement par la machine si on décrit le type de lien, la propriété, la restriction du lien qui est fait. Donc du coup, ça ouvre des possibilités énormes sur la manipulation des données. Là, vous voyez mon excitation, je suis « Ah, c'est trop génial !» On peut faire des trucs vraiment super cool. Parce que justement, on n'a plus besoin de coder ça, on n'a plus besoin de... C'est directement, en fait, décrit au niveau du modèle, de la base de connaissances, et on peut directement exploiter ces informations-là dans les requêtes et dans les systèmes de raisonnement. Donc pour vous résumer un petit peu, pour que ce soit plus clair, parce que ce n'est pas forcément simple, les différents niveaux, mais grosso modo, on est parti du RDF, où on a des données qui sont reliées les unes avec les autres, grâce au principe du web. Par-dessus, on va mettre une ontologie. Alors souvent, on dit que ce sont des ontologies de domaine, parce que la connaissance est vaste, mais souvent, quand on crée des applications, c'est pour un usage en particulier, donc c'est pour un domaine en particulier. Donc là, mon prisme à moi, c'est celui de l'agriculture, mais après, ça peut être voilà, plein de domaines différents. Il y a plein d'ontologies sur plein de choses. Mais des fois, on a des ontologies qui ont été faites, qui ont déjà été partagées,
sur des choses qui sont d'ordre beaucoup plus général. Le temps, l'espace, la géolocalisation, sur les personnes, sur le e-commerce par exemple, entre les produits, sur voilà, des informations qui sont échangées entre des projets, avec l'ontologie pair, dont on a un représentant ici qui pourra vous en parler. Donc plutôt que de réinventer la roue à chaque fois, parce que généralement quand on fait des ontologies de domaine, qu'on veut décrire un domaine comme l'agriculture, on va avoir besoin d'identifier des informations géographiques sur les parcelles, on va avoir besoin d'identifier des informations sur des processus avec des informations temporelles, on va avoir besoin d'avoir des informations sur les agents qui participent à ces processus, les fermiers, les ouvriers, les coopératives, etc. Donc ça ne sert à rien de réinventer la roue. On l'a dit au départ, on est dans les biens communs. Donc on va utiliser des référentiels qui existent déjà. Donc tout à l'heure, on en avait 2 exemples avec FCU et avec TaxRef. Et autant que faire se peut, on se branche sur le niveau qui est vraiment un peu plus méta, qui organise cette connaissance-là, qui est déjà libre et accessible à tous. Et ce qui est double effet qui se coule, nous permet de nous relier avec potentiellement d'autres ontologies de domaine qui utilisent ces mêmes référentiels méta. Et ainsi, mes données qui sont là, elles vont transiter par là pour être connectées aux autres données qui sont ici. Et on va se comprendre, parce qu'on va savoir qu'on parle des mêmes plantes, des mêmes solanacées, parce qu'on a pointé tous les deux vers la famille des solanacées de FCU, de TaxRef. Et donc ça donne ça, en fait. Et ça existe déjà. Et c'est juste là, en fait, prêt à être utilisé, réutilisé. Donc j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a plein d'autres, en fait, qui ont été faites. Alors certains par le W3C, il y a des groupes de travail où ils continuent à élaborer des ontologies sur des domaines bien particuliers. Donc par exemple, le SCOS pour représenter tous les thésaurus. Donc on a des termes. Par exemple, mon concept... j'ai un concept de restauration, de restaurant. En dessous, je vais pouvoir dire une brasserie, c'est un restaurant, ou un café aussi. Je vais avoir la traduction de mon restaurant dans X langues, et c'est relié à un autre terme qui est la gastronomie, qui lui a des sous-termes, gastronomie locale, gastronomie... je ne sais pas ce que vous voulez, quoi. Oui. Donc on organise entre les termes, donc on n'est pas au niveau des concepts, mais au niveau des termes. Mais ça permet d'organiser la connaissance. Du Blinkcore pour représenter les documents, les métadonnées sur les documents, qui se retrouvent après dans les systèmes de SEO, de moteurs de recherche. Il y a schema.org, Creative Commons pour les droits, FOF pour les personnes, etc., etc. Il y en a même pour les services web, pour justement l'échange de données entre les machines. Donc il y a énormément de vocabulaire, d'ontologie qui sont déjà mis à disposition dans tout cet écosystème. Et du coup, il y a déjà des données qui sont aussi présentes et qui forment ce qu'on appelle le Linked Open Data. Tout ce que vous voyez là, c'est les datasets de données qui sont déjà existantes, réutilisables. Alors les couleurs, c'est par des catégories. Donc on en voit là tout ce qui est ici, là, c'est tout le domaine biomédical. Alors ils appellent Life Science, mais c'est quand même très biomédical, un peu moins côté justement agri. Mais il y en a plein sur la linguistique, sur les publications, sur les réseaux sociaux, sur voilà, plein d'informations. Donc suivant le domaine dans lequel vous travaillez, vous voulez créer votre commun numérique de connaissances, du coup, vous pouvez peut-être regarder ce qui existe déjà et venir réutiliser soit des vocabulaires pour représenter vos données, soit carrément des jeux de données qui soient déjà accessibles et disponibles sur ce web sémantique. Donc le web de données, comme on l'appelle, existe déjà. Il est un peu caché, il faut un peu chercher, mais il existe déjà et il y a effectivement un potentiel énorme à pouvoir utiliser et exploiter ces données. La seule chose, c'est que pour pouvoir faire du linked open data, donc de l'open data lié, relié à travers ces graphes, il faut que les données soient suffisamment travaillées justement avec ces formats dont on vient de parler. Il faut qu'elles soient évidemment ouvertes, donc ça c'est le premier niveau de l'open data, mais souvent ouvert ne veut pas dire structuré, réutilisable facilement. Quand on a des dumps de fichiers PDF, on est bien content, mais comment est-ce qu'on les exploite ? Ouais. Alors des fois c'est des CSV, c'est un peu mieux structuré, du coup on peut faire des calculs, tout ça, mais bon, c'est quand même un peu galère. Quand on arrive à avoir des formats qui sont ouverts, organisés, structurés, comme on vient de le voir, du coup c'est beaucoup plus facile
Et effectivement, là, on peut faire des applications très, très intéressantes. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, je n'ai pas regardé là. 10 minutes, c'est ça? Ouais, c'était pour vous montrer un petit peu les échanges, les exemples après. Donc je vais passer assez rapidement là-dessus, mais il y a tout un mouvement actuellement qui est fait justement pour l'ouverture des données et pour la structuration des données. Dire l'open data, c'est bien, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et les données, il faut les rendre effectivement trouvables, donc avoir des identifiants, comme on l'a dit, les URI, les IRI, avec des métadonnées qu'on puisse retrouver facilement. Donc on va utiliser par exemple du Blinkcore pour annoter ou schema.org, avec des repositories qui soient accessibles, etc. Accessibles. Donc on va utiliser des standards de protocole justement disponibles et accessibles, qui soient ouverts et gratuits, avec potentiellement de l'authentification et où les métadonnées sont toujours présentes, parce qu'encore une fois, c'est plus facile de rechercher quand il y a la métadonnée que quand il n'y en a pas. Interopérable. Et donc c'est ce volet-là qui est souvent oublié et qui pourtant est juste hyper important. Donc c'est l'utilisation des vocabulaires, comme on vient de le voir. Et c'est vrai que faire ne dépend pas forcément du web sémantique, mais en même temps, le web sémantique permet vraiment de pouvoir rendre les données faire. En tout cas, c'est une solution qui est quand même très, très mise en valeur par toute la communauté. Et donc d'avoir aussi des données ouvertes, mais des métadonnées reliées sur ces données. Et enfin, réutilisable, parce qu'on a un ensemble de caractéristiques qui permet de pouvoir réutiliser avec des licences, avec la provenance, pour avoir aussi la qualité de l'information, avoir un peu d'informations complémentaires dessus. Donc aujourd'hui, il existe déjà des repositories qui permettent d'accéder à des vocabulaires, d'accéder à des ontologies, d'accéder à des données avec ces différents accès. Donc on peut retrouver les informations liées au vocabulaire, par exemple, ou aux jeux de données. Elles sont accessibles avec de la documentation pour qu'on puisse plus facilement la réutiliser, parce que comme vous avez vu, c'est quand même assez velu. Donc quand il y a la doc, c'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir s'approprier. Interopérable, donc on se relie avec l'existant, et bien évidemment réutilisable avec toutes les métadonnées et rendu accessible. Deux exemples très connus, parce que tout à l'heure je vous montrais Wikipédia par exemple. Donc c'est vrai que Wikipédia c'est une base, c'est absolument extraordinaire le boulot qui est fait, mais ce sont des pages web. Donc encore une fois, si on veut réutiliser les données qui sont dans Wikipédia, c'est pas forcément le plus facile. C'est un peu comme les PDF de l'open data. Donc il y a des gens qui se sont dit ça serait super cool si on pouvait prendre les données de Wikipédia et les sémantiser en forme de graphes, comme ça on pourrait les utiliser par les machines. Et donc il y a ces deux projets qui ont été faits, DBpedia et Wikidata, où derrière ce sont des graphes de connaissances basés sur Wikipédia. Et donc avec des URI, vous pouvez aller vous brancher. Donc par exemple la description de la tomate, vous pouvez en retrouver des descriptions sur ces deux ressources accessibles et avoir plein d'infos dans plein de langues différentes. Donc voilà, c'est vraiment super cool. C'est les acteurs qui ne sont pas forcément les mêmes derrière, et donc des organisations différentes. Une histoire aussi différente. DBpedia a été le premier. Et ils ont vraiment repris Wikipédia tel que, avec un schéma à eux qui était au début en fait du web sémantique. Et donc Wikidata a repris ces données-là sous un autre format pour que ce soit plus facilement accessible et manipulable. Et les mises à jour ne sont pas forcément faites au même rythme non plus, parce que du coup, il faut suivre les mises à jour de Wikipédia pour pouvoir le rendre accessible. Voilà. Mais les deux sont hyper intéressants. Celui qui est Wikidata, du coup, a pris le pas quand même sur DBpedia. Donc aujourd'hui, c'est quand même Wikidata qui est plus utilisé que DBpedia en termes de maintenance, mise à jour. Voilà. Mais DBpedia, il y a des choses très intéressantes aussi dessus, bien évidemment. Et je voulais vous parler d'un autre usage de la donnée sémantique, parce que donc effectivement, on peut construire des applications. Donc un des exemples, je vous parlais tout à l'heure de la classification, mais un autre truc qui est quand même super cool, parce qu'on parle tout à l'heure des PDF, des pages web, etc. Mais un des principaux usages du web sémantique, c'est pas le seul, mais c'est notamment d'aller chercher l'information dans les pages, justement, et de pouvoir utiliser les bases de connaissances, pouvoir faire du tagging, comme on dit. Donc de repérer que là, je parle d'un certain sujet, là, je vais parler d'une personne, et en fait, ils sont dans la même phrase, ils sont reliés par un verbe qui décrit, vous savez, sujet, verbe, complément. Ben voilà, en fait, ouais, c'est comme ça qu'on fonctionne, donc c'est comme ça qu'on peut aussi utiliser ces ressources-là, et du coup, dégager des graphes de connaissances, également sur des données structurées, ça marche aussi. Et donc, on va
extraire en fait ces informations pour pouvoir les représenter sous forme de graphes et du coup utiliser encore une fois toute la puissance de la représentation sous forme de graphes derrière. Donc il y a beaucoup de projets qui tournent autour de ça depuis déjà maintenant pas mal de temps. Voilà, si vous voulez plus de détails là-dessus, on pourra en discuter après. Yes. Alors je voulais faire un petit exemple justement sur les données agricoles, parce que c'est encore un peu mon dada là en ce moment, et puis ça donne un peu de matière. Donc en ce moment on voit tout l'exemple des smart farming dans tous les sens, avec tous les capteurs, les sensors, les tracteurs connectés, etc., etc., etc. Donc plein de données finalement qui remontent de tout ça, mais en fait pour les exploiter c'est pas forcément facile, parce que déjà il y en a beaucoup qui remontent, et en plus on va le voir... il concerne plein de sujets différents. On va avoir des données sur la température, l'humidité, le climat, des données sur les plantes, des données sur les paramètres du tracteur, des données sur les intrants, les traitements, les machins, les trucs, sur la logistique. Donc beaucoup de données différentes à utiliser. Et puis, ça c'est sur juste la partie amont production. Mais en fait, quand on regarde toute la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, il y a aussi plein de données après qui sont récoltées au niveau des distributions circuits courts, comme des distributions circuits longs, sur la transformation des produits agroalimentaires et jusqu'aux consommateurs en termes de traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, on demande cette fameuse traçabilité aux producteurs sur toute la chaîne. Mais le problème, c'est que c'est ça, en fait, la réalité. C'est que toutes ces données, elles sont organisées en silos. Ce qui est super, mais en fait, on ne peut pas... tirer de la donnée, de la connaissance dessus en fait. Et puis c'est tout propriétaire, donc c'est tout fermé. Donc c'est encore moins cool quand on veut exploiter cette information. Et en fait, pour nous, à notre sens, c'est justement l'intérêt du web sémantique dans l'agriculture, c'est essayer de décloisonner justement tous ces silos et d'essayer de se mettre ensemble autour de la table et comment on peut valoriser toutes ces données qui sont récoltées par tous ces systèmes super intelligents du smart farming pour pouvoir vraiment être au service du producteur et potentiellement alimenter toute la chaîne. Donc il existe des ressources déjà existantes, hein. Comme je vous l'ai dit, on se base sur l'existant, on ne réinvente pas ce qui existe. Donc dans des thésaurus, il y a déjà Agrovoc qui est fait par la FAO, qui rassemble 36 000 concepts dans 33 langages. Donc ça, pour annoter des documents, des ressources, c'est assez formidable. Mais ce n'est pas une ontologie, c'est juste un vocabulaire. Sur justement tout ce qui est capteurs, sensors, etc., il y a déjà pas mal d'initiatives qui ont été faites, notamment par le W3C, pour essayer justement de représenter ces données d'expérimentation et de relever sur le terrain. Et ça, généralement, on va pouvoir du coup l'interconnecter avec d'autres ontologies qui, elles, sont aussi hyper spécifiques. Par exemple, vous avez quand même une ontologie sur la patate. Voilà. Mais sur les légumes, il n'y en a pas. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui existent, effectivement, qui peuvent être utilisées, qui concernent les ressources en eau, les plantes, les animaux, les champignons, les technologies, les nuisibles, etc. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pouvoir interconnecter tout ça et faire remonter la donnée, justement, pour que ça puisse être interopérable par la suite. Donc il y a une initiative qui est faite, qui s'appelle la cropontologie, qui essaye justement de mettre en place différents modules pour représenter cette donnée agricole, mais ils sont encore sur des aspects très spécifiques et très grande culture. Donc quand on fait, nous, du maraîchage, c'est pas trop utile. On a un portail qui est fait en France, qui s'appelle Agroportail, qui recense justement toutes ces ressources, thésaurus, taxonomie, vocabulaire, jeux de données sur le monde agronomique et agricole. Donc on travaille avec eux pas mal pour essayer justement d'avoir accès à ces différentes ressources, de voir comment on peut peut-être interconnecter le thésaurus sur l'environnement avec celui sur le biotope et avec celui sur les processus d'observation agricole. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer des alignements entre ces différentes ressources et faire en sorte que du coup on puisse les exploiter. Donc on travaille en ce moment sur un projet de recherche qui s'appelle D2CAB, qui a pour objectif sur différents cas d'usage. Donc on a les céréales, on a la vigne, nous on apporte celui du maraîchage, pour essayer de toutes ces données qui sont dans tous ces vocabulaires, ces ontologies qui sont dans Agroportal, comment est-ce qu'on va justement les aligner entre elles
parce que ça a plus de sens de les interconnecter. Du coup, de créer un graphe de connaissance des données des différents use cases qui remontent pour pouvoir étudier à la fois les systèmes agronomes et également sur l'environnement et arriver à fournir des usages intéressants pour des utilisateurs donnés. Alors on a un autre projet à nous, parce que donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup sur ces ressources-là sont sur des grandes cultures. C'est normal, c'est plus financé que sur les données maraîchères et potagères. Donc nous, on s'est dit, bah mince, il n'y a pas de raison que les petits maraîchers n'aient pas non plus droit à des ressources interopérables, interconnectables, surtout qu'eux, en plus, ils gèrent la diversité dans les parcelles. Donc quand on a 50 espèces différentes, et je ne compte pas le nombre de variétés à produire sur une saison qui est assez courte, sur des parcelles dans le temps et dans l'espace qui sont assez limitées, on se dit, voilà, il y a peut-être moyen d'utiliser ces fameuses technos pour faire quelque chose d'intéressant avec eux, et notamment de recenser en fait les itinéraires techniques des cultures qui n'existent pas aujourd'hui. Elles sont disséminées dans des Word, des PDF, dans les chambres d'agriculture, dans les réseaux bio, dans des tableurs Excel d'expérimentation, dans le cerveau des conseillers et des producteurs. Mais finalement, comment on récupère ça? Et créer notre DBpedia ou notre Wikidata du maraîchage. Ça, c'est notre rêve. Donc du coup, on réutilise, voilà, on a identifié un petit peu tous les sujets qu'il fallait qu'on aborde pour pouvoir représenter cette donnée pour le maraîchage. Et on a créé une ontologie qui s'appelle donc la CROP, Planification and Production Process Ontology, avec un petit clin d'œil à C3PO, pour pouvoir être notre diplomate qui va nous connecter toutes ces informations entre elles. Et on a effectivement donc des modules qui sont indépendants, interconnectés entre eux pour pouvoir représenter les différentes facettes de nos itinéraires de culture, et on se branche à des bases existantes, à des ressources existantes, parce que l'idée, encore une fois, c'est pas de réinventer la roue, c'est d'arriver à relier ces informations et du coup de le mettre à disposition comme bien commun justement pour cette filière agricole. Et derrière, on commence à rentrer toutes ces données sur les itinéraires de culture, donc pour créer un graphe de connaissances donc autour de toutes les cultures potagères. On va élargir ça aux cultures arboricoles derrière. Et c'est ça qu'on mettra à disposition et qu'on appelle aujourd'hui la serre des savoirs, qu'on travaille avec un collectif d'acteurs. Parce que l'idée, c'est pas que nous, c'est aussi des acteurs sur le terrain, INRAE, la FRAB, Occitanie, etc., qui sont partie prenante de ce projet-là, sous un collectif qui s'appelle Mesclin. On a créé une petite démo qu'on pourra s'amuser à vous montrer. Pour l'instant, c'est tout juste le balbutiement, mais en tout cas, on pourra quand même s'amuser un petit peu avec. Parce que le côté grave, c'est sympa, mais il faut le rendre accessible aux utilisateurs après, derrière. Donc, c'est quels moyens on donne aux utilisateurs de pouvoir facilement interroger cette base de connaissances et surtout de pouvoir faire des requêtes complexes sur les parcours de graphes. Donc là, on peut vraiment s'amuser à aller rechercher de l'information très précise, quelle plante est cultivée est à mettre après la pomme de terre, qui appartiennent à la famille des légumes bulbes et qui a un niveau de nettoyage sale après culture. Du coup, on a les oignons ou oignons de pote. Voilà, donc on peut faire du croisement de données assez sympa en langage naturel. Donc on fait ça avec un ami. Il y a déjà quelques ressources qui existent sur les pratiques agroécologiques, notamment le portail GECO, qui est une base de connaissances qui est en train d'évoluer sur justement un modèle sémantique. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, ils font des choses sympas. Et donc l'idée, c'est de s'interconnecter avec eux, où nous, on a les informations sur les données potagères, et eux, toutes les pratiques agroécologiques, pour qu'on puisse faire des recommandations aux agriculteurs. Par exemple, ta carotte prévoit de faire du faux semis 4 semaines avant, plutôt que de faire du désherbage chimique. C'est quand même pas plus mal aujourd'hui. Au revoir. Et puis on travaille, donc, comme on le disait, sur toute la chaîne de valeur. Donc on travaille aussi avec un consortium qui est le Data Food Consortium. Et donc ce consortium qui regroupe plusieurs acteurs des circuits courts, donc Coop Circuit, SoCléo, Cagette.net, qui est aidé justement par l'assemblée virtuelle qui est ici, essaye justement d'avoir un langage commun de représentation des données pour tout ce qui est circuit court, y compris les aspects logistiques, et mettre ensemble, plutôt que chaque plateforme développe sa représentation, qu'ils puissent s'interconnecter entre eux. Donc c'est un bel exemple que je vous invite à aller voir. Et donc moi, j'allais vous poser la question, et vous, maintenant, sur le commun numérique et notamment ses connaissances, juste pour votre information, en France, on a des super boîtes qui font ça.
Donc on a Lavé, effectivement, qui est ici, on a Data Players, on a Sparna, on a Mnemotics, on en a d'autres, mais en France, on est quand même plutôt bien doté en personnes qui connaissent ces technologies du web sémantique, qui peuvent aider à mettre en œuvre sur plein de sujets, sur plein de domaines, en tout cas, avec des outils vraiment qui existent en termes d'infrastructures applicatives. Et donc, je vous encourage à aller voir un petit peu ce qu'ils font, parce que je pense que ça peut donner question à maturation sur vos propres projets. Mais on a une très très belle communauté qui existe, donc voilà, profitez-en. Voilà, en espérant que ça vous a donné envie d'aller creuser ce sujet. Je sais que c'est un peu complexe, j'espère que ça a été suffisamment abordable. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors je ne sais pas où est le micro. Il est là. Moi je viens plutôt du monde d'OpenStreetMap. Ok. Je sais qu'il y a des choses qui sont en lien, je ne suis pas du tout technique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se croiser. Oui. En particulier parce que le wiki d'OpenStreetMap est très touffu, donc ce que je rapproche un peu de l'ontologie dont tu parles. Oui. Ainsi de suite. Donc je sens bien qu'il y a des parallèles faisables. Et j'ai un peu l'impression que par contre, c'est pour ça que je jouais tout à l'heure à dire c'est pas une carte, c'est une base de données, OpenStreetMap. Mais parce que justement, il me semble qu'il y a plein de choses qui sont proches, mais qui ne se croisent pas tout à fait. Et là, en termes de responsabilité, ce n'est pas la question. Hein. C'est juste que ça fait 15 ans qu'existe, 20 ans qu'existe ce projet, comment il fonctionne et puis comment il marche en parallèle. Et donc, je me demandais, en fait, sur la donnée géographique en particulier, quels sont les liens aujourd'hui et quels sont un peu les projets, pas que sur OpenStreetMap, je suis un peu monomaniaque, mais néanmoins sur d'autres données cartographiques et comment ça s'intègre dans ces questions de web sémantique qui me semblent hyper intéressantes à relier du coup après territorialement très précisément. C'est ça. C'est effectivement tout l'enjeu. Sur la donnée géographique et spatiale, il y a effectivement pas mal de vocabulaires qui ont été mis en œuvre, qui ont été définis. Donc on a par exemple GeoNames qui existe, on a l'IGN qui a beaucoup travaillé sur les technosémantiques et rendre accessibles leurs données géo au format web sémantique. Donc ils ont je crois qu'ils ont un portail Linked Open Data disponible. Il y a une bulle sur la grande bulle que je montrais avec toutes les mini-bulles. Il y a une bulle d'IGN avec leur format, leurs données au format sémantique. Donc effectivement, il y a plein d'initiatives. Il y a eu plein de manières d'essayer de représenter ces informations spatiales en fonction de différents usages. Donc après, il faut juste bien définir quel est l'usage d'OpenStreetMap et quel serait le vocabulaire le plus approprié et potentiellement peut-être croiser plusieurs vocabulaires entre eux, les relier, parce que IGN va être très sur les données, donc terrain, sol, parcellaire. On a par exemple l'INSEE aussi qui a des données sur les communes, l'organisation des communes, des rues, etc. Donc eux aussi, ils ont un dataset qui est accessible. GeoNames, ça va être toute la représentation des pays, des niveaux administratifs, régions, etc. Donc je pense qu'il y a plusieurs ressources à croiser, dans tous les cas, pour essayer de voir ce qui serait le plus utilisable pour sémantiser les données OpenStreetMap. Mais clairement, il y a plein de ressources déjà existantes qui pourraient être hyper intéressantes à aller fouiller et du coup faire de la notation là-dessus. Ça y est, c'est fini ?